Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, les débuts intenses de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ces derniers jours, cette déclaration vous a peut-être surpris. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza. Et je ne veux pas faire le malin, mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être incroyable. Il y a aussi eu celle-ci. Nous allons changer le nom du golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Et un peu plus tôt, celle-là. La plupart des gens ne le savent pas, mais nous avons 30 000 places à Guantanamo pour les pires étrangers illégaux criminels qui menacent le peuple américain. Depuis son retour à la présidence des États-Unis, Donald Trump multiplie les réformes et les annonces chocs. Dès le premier jour de son mandat, juste après son investiture, il avait même apposé sa signature sur pas moins de 26 décrets présidentiels, dont une partie dans un stade rempli de supporters survoltés. En seulement 18 jours dans le bureau ovale, Donald Trump n'a pas chômé, mais que cache cette stratégie ? Pour répondre, j'ai fait appel à Corentin Pénarguéar, journaliste au service Monde de l'Express, ancien correspondant aux États-Unis. Bonjour Corentin. Bonjour. Est-ce que c'est surprenant de voir Donald Trump faire autant d'annonces en si peu de temps ? Non, pas vraiment. Déjà parce que pendant sa campagne l'année dernière, il avait promis une révolution, de changer complètement les États-Unis et de signer 100 décrets dès son premier jour à la Maison-Blanche. Au final, tu l'as dit, il n'a signé que 26 décrets le jour de son investiture, mais c'est quand même bien plus que Joe Biden qui en avait pris 9 en un jour. Par contre, avec Trump, on continue d'avoir des décrets tous les jours et des annonces fracassantes tous les jours, qui correspondent en fait à ses principales promesses de campagne, s'attaquer à l'immigration, mettre fin aux politiques d'inclusion et de diversité, ne reconnaître que les genres masculins et féminins, et j'en passe. En fait, il avait la même stratégie de communication très agressive pendant son premier mandat. Là, il a eu 4 ans pour préparer ce retour et aussi préparer toutes ses annonces. Il y a 4 ans, tu couvrais l'actualité américaine depuis New York, et tu avais donc déjà pu observer cette multiplication des décrets. Oui, c'était déjà pareil à l'époque, on l'a un peu oublié, mais pendant 4 ans, on avait tous les jours des décrets, des annonces chocs depuis la Maison-Blanche. Et en tant que correspondant, je me réveillais chaque matin avec des messages de la rédaction à Paris pour me dire « Tu as vu ce qu'il a dit ? C'est complètement fou. Est-ce que tu peux faire un article ?» etc. Aujourd'hui, on est sur le même modèle, avec le même rythme. Mais la différence, c'est que l'équipe autour de Trump est bien plus professionnelle, bien plus compétente. Tout ça, ça a été théorisé à l'époque par un certain Steve Bannon, qui est un ancien homme d'affaires, un idéologue, et qui était le principal conseiller politique de Donald Trump au début de son premier mandat. Et donc, comment fonctionne la stratégie de Steve Bannon ? Alors, il a appelé ça très poétiquement « flood the zone with shit ». C'est une tactique qui, au début, est inspirée du football américain. En gros résumé, tous les attaquants vont dans une même zone au même moment, et donc l'adversaire se retrouve dépassé sans savoir où donner de la tête. Là, c'est pareil, on inonde les gens d'informations, de scandales, et les opposants politiques sont complètement dépassés. Alors, l'idée, c'est que les médias n'aient pas le temps de tout analyser, qu'ils restent en surface, sur l'émotion, et surtout sur le sujet choisi chaque jour par Donald Trump. Pendant qu'ils sont occupés à débattre ou à vérifier les infos, en fait, vous avez le temps de prendre d'autres mesures. On passe à la déclaration suivante et tout le monde a oublié ce que vous avez dit il y a 3 ou 4 jours. Alors Bannon a théorisé cette stratégie, mais il faut dire qu'elle convient parfaitement au showman qu'est Donald Trump. Il adore passer d'une idée folle à l'autre et rester au centre de l'attention. Et aussi, c'est une stratégie qui est très bien adaptée à l'ère des réseaux sociaux parce qu'ils sont très réactifs et basés sur nos émotions avant tout. Corentin, derrière cette idée d'inonder d'annonces, est-ce qu'il y a de vraies mesures mises en place ? Alors c'est toute la question qui se pose derrière cette stratégie aujourd'hui en ce début de mandat. D'abord parce que de nombreuses mesures peuvent être retoquées par les institutions car elles ne respectent pas la Constitution américaine. Par exemple, on l'a vu quand Trump a essayé de remettre en cause le droit du sol qui est dans la Constitution américaine. Une juge fédérale a bloqué son application. Ces annonces, elles peuvent aussi servir parfois de levier dans des négociations parce qu'on sait que Donald Trump adore négocier. Par exemple, sur ces menaces de tarifs douaniers contre le Mexique et le Canada sur lesquels il est revenu dans un second temps. Et en fait, en faisant ça, Trump, il parle aussi à son électorat avant tout, à ses électeurs. Il donne l'impression d'engranger des succès alors qu'en réalité, il n'obtient souvent rien ou pas grand-chose, mais sa base électorale est contente, satisfaite. Tu as des exemples de ça ? Oui, par exemple, avec la Colombie, on l'a vu sur la déportation des immigrés. Au tout début, Trump envoie 2 avions militaires remplis d'immigrés colombiens vers la Colombie. La Colombie bloque ces avions.
Trump menace de taxer la Colombie et en parallèle, la Colombie dit « Bon, ok, on reprend ces immigrés clandestins, mais si vous les envoyez dans des avions classiques. » Alors donc là, Trump dit « Ok, on fait ça. » Il dit que c'est un grand succès pour lui, qu'il a gagné son bras de fer, alors qu'en fait, c'était déjà des mesures qui étaient à l'œuvre, mais lui, il assure qu'il a fait plier la Colombie. Son électorat a l'impression que lui gagne ses combats, qu'il mène la révolution qu'il a promise, alors que tout reste très en surface pour l'instant. Est-ce qu'on peut imaginer, Corentin, que cette stratégie du bruit permanent permette aussi de faire passer des mesures de manière un peu dissimulée ? Alors c'est probable, et c'est le danger de cette stratégie pour les médias et pour l'opposition. Par exemple, on regarde beaucoup moins le coup de force qu'est en train de réaliser Elon Musk contre l'État fédéral américain, en s'emparant du salaire des fonctionnaires ou en fermant des agences de services publics qui sont indispensables. Pareil pour la dérégulation économique, pour les mesures énergétiques ou pour la suppression carrément de l'éducation nationale. Ce sont des vrais changements de fond qui, dans une démocratie normale, feraient l'objet de débats nationaux avec une levée de bouclier de l'opposition. Mais dans les États-Unis actuels, dans les États-Unis de Donald Trump, ces mesures, elles sont noyées parmi toutes les autres. Justement, face à ça, que fait l'opposition démocrate ? Alors, elle est clairement en état de choc pour l'instant. Les démocrates, ils sont inaudibles face à Trump. Ils essayent quand même de s'adapter par rapport à son premier mandat, parce qu'à l'époque, ils s'indignaient sur tous les sujets et en fait, ils alimentaient la machine Trump. Là, ils essaient de se focaliser sur des thèmes concernant pour les gens, par exemple sur la remise en cause de Medicare, qui est le programme de santé pour les Américains les plus précaires, mais on n'entend quasiment pas les démocrates quand ils se plaignent sur ce sujet-là. Alors moi, ce que j'avais vu depuis les États-Unis pendant son premier mandat, c'est que le seul élément qui a réussi à faire dérailler cette stratégie de communication, en fait, c'est le Covid-19, parce que ce n'était plus Trump qui dictait l'actualité, mais le virus, et tout simplement parce que c'était un événement encore plus important que ce que pouvait dire le président de la première puissance mondiale. Une stratégie qui devrait donc durer pendant tout ce mandat de Donald Trump. Merci beaucoup, Corentin, pour tes explications. À bientôt. Corentin Pénarguéar, journaliste au service Monde de l'Express. Tout notre suivi de l'actualité américaine est à retrouver sur l'express.fr. Et pour ne rien rater des épisodes de La Loupe, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast, Spotify ou Acast. Je vous rappelle qu'on publie un épisode du lundi au vendredi dès 6h du matin. Alors profitez du week-end pour découvrir les podcasts que vous auriez manqués et je vous dis à la semaine prochaine.